On accueille Jean-Luc Mélenchon dans On est en direct. Messieurs, dames, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Mélenchon, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. D'abord, je suis un peu, évidemment, désolé, je vous en veux parce que j'ai perdu un pari. Je dois inviter Léa Salamé dans un grand restaurant parce que j'avais dit que vous seriez au deuxième tour. Enfin, il faut reconnaître que ça a été le premier à parier, alors que vous étiez à 15. C'était le premier à dire ce sera Macron-Mélenchon. Mais c'est perdre ce pari tout de même. Alors maintenant, vous en tentez un autre de pari, c'est de devenir Premier ministre. C'est le troisième tour, les législatives. En tout cas, c'est vous qui appelez ça le troisième tour. Les affiches sont déjà prêtes. Mélenchon, on les a vues, hein, Mélenchon Premier ministre. Et on voit bien là que ces jours derniers, et sûrement encore la semaine prochaine, vous allez tenter avec le reste de la gauche, et ça c'est quand même la grande surprise, de vous entendre. Vous vous souvenez de notre conversation ici il y a quelques mois, je vous reprochais à vous et aux écolos et aux communistes et même au Parti socialiste éventuellement de ne pas vous entendre ensemble pour faire une candidature commune à la présidentielle. Vous aviez eu 5 ans pour vous préparer et le faire, vous l'avez pas fait. Alors là maintenant, en 15 jours, vous allez y arriver pour les législatives. Alors là quand même, faut que vous m'expliquiez comment. Bah, ça me paraît simple, non? Il fallait trancher. C'est le vote qui a tranché, voilà, point. On a passé 5 ans à hésiter, à se parler, à se confronter, et à jamais être d'accord sur rien. Mais vous aviez un gros vote, pardon, vous aviez fait un très bon score aussi il y a 5 ans. Oui, mais ça ne convainquait personne, parce que quand j'ai proposé qu'on fasse, à l'époque, j'avais appelé ça Fédération populaire, je ne sais plus quoi trouver pour appeler ça, d'une manière ou d'une autre, ils n'en ont pas voulu. Au régional, ça avait été encore pire, je m'étais fait virer de la liste des régionales de ma propre région. Non, il y avait une tension extraordinaire, il y avait l'idée que j'étais un accident de l'histoire, une sorte de chose. Et je crois que beaucoup de forces politiques ne tiennent pas compte de l'état dans lequel est le pays. Et donc, ils ont du mal à prendre des repères et à comprendre pourquoi quelqu'un comme moi peut être entendu. C'est plus facile aujourd'hui, alors? Bah, d'abord à cause du résultat, mais beaucoup n'ont toujours pas compris. Je ne parle pas tant pour les forces de la gauche traditionnelle, mais même pour le président de la République. Je crois qu'il ne se rend pas compte de l'état de détresse d'une partie de la population. Peut-être parce que c'est celle qu'il n'a pas l'occasion de voir ou d'échanger, mais... Il va au contact en ce moment de la population. Mais oui, bon, écoutez, racontons pas d'histoire. Quand on est à ce niveau de responsabilité, entouré de gardes du corps de tous les côtés, quel contact vous avez avec le réel? Je ne lui en fais pas le reproche. C'est la situation qui veut ça. Moi aussi, comme candidat, j'ai vécu en partie dans une bulle. Mais après, ça dépend avec qui vous vivez, qui vous fréquentez, et à ce moment-là, les choses vous paraissent, les urgences vous paraissent. Mais quand il dit ce vote m'oblige, quand il dit j'entends aussi ceux qui n'étaient pas pour moi et qui ont voté pour moi pour faire barrage, quand il dit je vais changer ma manière de gouverner, ce ne sera pas dans la continuité du premier quinquennat, ou qui dit je vais nommer un Premier ministre qui a comme priorité le social et l'écologie, vous lui donnez une chance ou vous ne le croyez pas? Vous ne pensez pas qu'il peut changer? Non, je ne le crois pas, parce que le contenu de ce qu'il annonce et la rapidité avec laquelle il passe d'un point de vue à l'autre. Il y a 10 jours, nous étions sur un référendum à propos de la retraite à 65 ans. Là, on en est arrivé à un 49-3. Donc, non, il l'a pas dit, c'est Bruno Le Maire qui a dit. Mais Bruno Le Maire, c'est pas un passant dans la rue, c'est son... Et il n'a pas tout à fait dit. Il a pas tout à fait dit que ça n'était pas forcément inenvisageable. Il a dit je ne peux pas vous garantir absolument aujourd'hui qu'il n'y aura pas de... Bon, alors donc d'accord, je ferai très attention. Si vous voulez cohabiter avec le président de la République, il va falloir le respecter. C'est comme ça une cohabitation. Non, mais je le respecte de toute façon. Sa personne, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on fait politiquement. Voilà. Moi, je dis, les gens sont en train de couler. De misère, de pauvreté... de tout, et que l'inflation les précipite dans le trou en ce moment. Voilà ce que je dis. Et c'est pourquoi je me sens, en quelque sorte, mandaté à dire, bon, il y a encore une possibilité démocratique. Simple, on vote et on change le cours de l'histoire. À condition que vous arriviez donc à vous entendre avec les autres partis de gauche. Ça semble possible avec les communistes, ça avait déjà été fait précédemment. Ça semble possible... c'est avec eux que c'est le plus compliqué. C'est vrai, finalement? Oui. On en reparlera. Ça semble possible aussi, effectivement, avec Europe Écologie et Les Verts, en tout cas, plutôt avec la tendance Sandrine Rousseau que celle de Yannick Jadot, si je dois résumer. Non, ça sera tout le monde. Mais non, je sais pas, c'est pas une affaire personnelle. La France, elle est en ébullition depuis maintenant, on va dire 10 ans. Au sort de cette élection, il y a 3 blocs. C'était pas tout à fait ce qui était prévu, qui sont à peu près égaux. Celui qui est en avance, c'est le bloc libéral, c'est celui de M. Macron.
qui regroupe, si je compte la droite dedans, ça fait 11 millions, 300 000, je sais pas quoi. Bon. Après, il y a l'extrême droite, et puis il y a ce que moi j'ai appelé un bloc populaire. Bon, il faut bien l'appeler d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si c'est moi d'ailleurs qui ai commencé comme ça. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Qui sont à peu près égaux. Pour notre pays, c'est un problème. Le quatrième bloc, les abstentionnistes. Voilà. Les abstentionnistes. Vous avez raison, et c'est lui qui est l'enjeu, parce que c'est lui qui fait la décision pour départager les trois dans l'élection qui arrive. Donc, moi, je me sens conforté, mais tout ça, c'est du détail. Je me dis, c'est comme ça que j'ai agi au premier tour. J'ai essayé de convaincre par le contenu d'un programme. On a fait un boulot fou. Admettez que le résultat tombe pas du ciel. On a travaillé beaucoup. Celui de M. Macron non plus, il a quand même terminé premier. Mais je compte sur vous pour en chanter les louanges toute la soirée, mais là, je vous parle de moi. C'est pas ce que je fais. Je rappelle juste les choses. Non, bien sûr. Vous avez raison, je ne vais pas vous donner tort. Hein. Non, mais sans doute voilà. parce non, que... mais écoutez, si c'est pour me dire à chaque fois que je dis quelque chose, que M. Macron a fait mieux, bon, on résume, hein, on dit, M. Macron a fait mieux. Et même Mme Le Pen, si on... Voilà. Après, jusqu'au deuxième. Sauf que ça embrouille au lieu d'éclaircir. Voyez-vous pourquoi Monsieur Ruquier, je suis en train d'expliquer qu'il y a 3 blocs. Vous me dites qu'il y en a un 4e, et je dis oui, c'est l'enjeu. Je dis nous avons bien travaillé, en nous orientant non pas dans les fumées dans lesquelles vous vouliez m'envoyer, c'est-à-dire la cour de récréation et le bac à sable de la gauche traditionnelle. Bah vous y êtes là, dans la cour de récréation et le bac à sable. Ouais, ils perdent pas une seconde. Ça, c'est pas... on est deux. Hein. Non mais on raconte... Attends, il y a un discours après. Ouais, on raconte un temps, un délai, il s'est passé des choses. Il faut que vous admettiez que la vie c'est pas des claquements de doigts. Les choses on a fait une grande campagne. Personne ne dit quoi. Vous m'avez interrompu pour dire les autres aussi, donc c'était absolument décisif de le dire. Hein. Mais disons que si vous m'en voulez pas, je vous parle de la mienne. D'accord. Surtout que vous m'aviez annoncé que j'étais au fond du trou et responsable du désastre, etc. ici. Et vous avez ramassé pour la manière de me parler un avis du Conseil déontologique. J'ai très vite dit que vous seriez au deuxième tour, soyez honnête, parce que j'ai très vite compris qu'il y aurait un vote utile à gauche en votre faveur. Ah. N'est-ce pas, Léa Salam? Allez, on laisse tomber. On parle du moment. Ne dites pas n'importe quoi. Parlons du... Non, j'ai été un des premiers à le dire ici. Vous êtes trop bien. C'est la vérité. C'est vrai. C'est la vérité. Là, je peux vous dire que ça, et peut-être qu'on peut se quitter, parce qu'on a tout dit. Hein. Non, voyons, voilà, cette histoire s'est écrite comme ça. Je me suis permis de commencer par vous dire ce que je veux vous dire. Ce n'est pas un jeu. Ce qui se passe est un problème pour notre pays, quand vous avez 3 blocs qui sont en situation quasiment d'opposition l'un à l'autre, telle que on n'a jamais vu ça auparavant. Dans le passé, quand il y en avait 2 qui arrivaient au deuxième tour, les institutions étaient ainsi faites que ça représentait les 3/4 des gens qui avaient voté. Et on tranchait. Et puis les familles se regroupaient. Là, c'est pas le cas. Je ne me regrouperai pas avec M. Macron, M. Macron ne se regroupera pas avec moi, et personne ne se regroupera avec Mme Le Pen. Donc c'est les abstentionnistes qui doivent maintenant trancher en entrant en action. Donc la campagne qui vient est une campagne qui est aussi décisive que l'a été la campagne présidentielle. Et ce que j'indique, c'est que dans le cas où c'est moi, voilà la page que vous tournerez. Vous aurez, alors la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 €, etc. Mais si vous n'en voulez pas, attendez, écoutez-moi bien. Alors, si vous n'en voulez pas, il faut voter pour les autres. Mais vous avez un grand choix devant vous. Ne croyez pas que c'est une formalité, l'élection législative. Donc c'est soit ils sont d'accord avec votre programme, soit ils ne font pas l'union. Qui ? Les socialistes, les écologistes. On voit ce dessin, regardez, la France insoumise qui arrive devant le PS et qui dit « Salut les soumis ». C'est-à-dire toute la propagande gouvernementale va être de faire passer un accord comme un acte de soumission. Quand les socialistes signent un accord, personne n'allait dire aux autres « Ah, ça y est, vous avez disparu ». Est-ce que les Verts ont disparu après avoir été 2 fois alliés avec les Verts? Non, avec les socialistes. Mais est-ce que les PC ont disparu? La gauche plurielle, par exemple. Voilà, bon. Vous entendez les socialistes, certains des socialistes, vous entendez François Hollande, vous avez entendu, il dit c'est une disparition du PS que menace cet accord. Jean-Christophe Cambadélis dit c'est une reddition pure. Même les Verts, même Julien Bayou, il vous dit moi je crains les volontés hégémoniques de Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est 2 cas différents. D'abord, laisser la séquence s'accomplir. Un peu de patience. Et puis vous avez quand même Ségolène Royal et Lionel... Pardon, Valérie Trierweiler. Ségolène Royal et Lionel Jospin. Alors, il m'a surpris, Jospin. J'aimerais que vous répondiez par rapport à ces 4 noms-là, parce que c'est vrai qu'il y a Hollande, Cambadélis d'un côté, mais Ségolène Royal et Jospin de l'autre, qui ont été quand même plus inattendus à votre égard. Ils font de la politique tout aussi bien que les autres. Chacun dans un registre. Je comprends que M. Bayou puisse dire... ce qu'il vous lui fait dire. Le lendemain, il peut dire d'ailleurs le contraire, et peut-être que ce sont des situations très mouvantes. Eux, ils sont en congrès permanent, pas nous.
Monsieur Hollande est stupéfait parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Ce que fait Monsieur Faure, avec qui je me suis bien pris pendant quelques années, c'est d'une audace totale. C'est pas des choses qu'on attendait de lui. Quand il est arrivé, je vous garantis qu'il n'est pas venu avec son béret à la main. On a commencé, on a démarré l'Europe. Ça a duré. Mais l'Europe, justement, l'Europe. Vous parlez de l'Europe. Oui. Non, parce que je comprends que la politique, c'est des dynamiques, c'est de la stratégie, mais c'est aussi des convictions, Jean-Luc Bien Mélenchon. sûr. C'est pas à vous que je vais dire le contraire. Et aujourd'hui, de voir que des gens comme le Parti Socialiste Europe, que le Gilet Vert, qui pendant des mois et des mois ont défendu un tropisme ultra pro-européen, de rester dans l'OTAN, la retraite à 62 ans, ça, à la limite, peut-être qu'ils peuvent bouger. Et aujourd'hui, de les voir dire, peut-être qu'on va voter un texte où il y a écrit, il y a une désobéissance européenne. Oui. Pour avoir des circonscriptions, vous pouvez comprendre que ça va interroger. Non, mais c'est vous qui faites des attributions, parce que c'est très désagréable comment vous jugez de la politique, comme si nous n'étions définitivement que des bons à rien, des gens sans conviction, prêts à tout pour une circonscription. Mais en quoi, mais pardon, parce que ce que vous dites, permettez-moi de vous le dire, montre que vous n'êtes pas documenté. Parce que M. Bayou a écrit un livre, Madame Salamé, qui s'appelle « La désobéissance européenne ». D'accord ? Pas Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou. Apparemment, vous ne le savez pas. Donc, quand il vient discuter avec nous de la question européenne, qu'est-ce que nous mettons sur la table ? Nous mettons sur la table la question de la désobéissance. À quoi ? Pas en général, on arrive et on désobéit. Non. Tout ce qui est dans le programme sur lequel nous allons nous accorder, si ça entre en contradiction avec les règles européennes, nous désobéirons aux règles européennes. Question numéro 2. Est-ce qu'on peut désobéir aux règles européennes ? Je me suis entendu dire, vous allez faire l'Europe à la carte. Non, tout le monde désobéit aux règles européennes. Les Allemands, les Danois, tout le monde. Alors, celui-ci, c'est sur tête. Donc, nous amènerons les Hongrois et les Polonais, dont on ne parle pas assez, parce que, peu importe, qui, eux, désobéissent sur des questions qui ont à voir avec les droits de l'homme. Nous, c'est des histoires de retraite, d'interdiction des glyphosates, bref, des questions extrêmement concrètes. Nous désobéirons. Sur ce point, ils avaient besoin d'être rassurés sur une question, parce qu'à force d'entendre tous les journalistes répéter que c'est pas parce que vous répétez à longueur d'année que nous sommes anti-européens, que nous allons quitter l'euro, quitter l'Europe, que c'est vrai. Mais j'ai pas dit ça. Oui, non, mais je vous dis pas que vous l'avez dit. J'ai dit les journalistes, vous n'êtes pas allés à vous toute seule. Non, j'espère pas. Alors, il faut quand même mettre les choses à leur place. Je suis déjà difficilement moi-même. Non, mais bon, j'essaye de répondre à mesure. Vous envoyez des balles, vous êtes deux, je suis tout seul. Mais d'ailleurs, vous n'avez pas répondu sur Jospin, vous l'avez oublié. Non, mais je vais bien vous en parler. Mais d'abord, j'ai expliqué. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Je viens ici, il faut que ça soit utile. Qu'est-ce qu'on a fait ? Moi, j'ai appliqué une bonne vieille méthode que j'ai appris il y a bien longtemps. Quand il y a un désaccord, il y a deux manières de faire. On se rentre dedans parce que ça arrange tout le monde, ou bien on déconstruit. De quoi vous avez peur ? Si c'était vous avec qui je discute, d'accord ? Qu'est-ce que tu crains ? Tu crains quoi ? Que si je suis Premier ministre, on va quitter l'Union européenne ? Je te réponds non, je le ferai pas. Et je te dis pourquoi. Et je m'engage. Mais si tu me dis, au nom de l'Union, tout ton programme que tu viens de faire adopter, tu te l'avales et on le fait pas, je réponds non. Nous désobéirons. Donc, quand c'est comme ça, les choses sont devenues plus faciles, beaucoup plus faciles, parce qu'on donnait des garanties là où leurs convictions sont engagées. Parce que vous avez eu raison de le dire, Léa Salamé. C'est quasi identitaire pour l'Union européenne. Des fois, ils sont plus Union européenne que n'importe quoi le nucléaire pour les communistes. Alors, attendez, après on va passer aux communistes. Là, mais il y a des sujets de fond. Non, mais les deux, oui, mais alors, je suis en train de le régler. Je suis en train de répondre. Donc, laissez-moi le temps de développer. Ce ne sont pas des choses qu'on règle d'un claquement de doigts. Bien. Donc, voilà pour la question européenne. C'est vrai qu'ils ont été exigeants de précision. Et d'une certaine manière, cette exigence nous sert tous. Parce que comme ça, on sait tous de quoi on parle. Bon. À l'inverse, quand je leur ai dit on désobéira pour de bon. C'est-à-dire qu'on le fera quand même. Mais ils ne sont pas en désaccord là-dessus. Et que ce soit les Verts ou que ce soit les socialistes. Mais c'est plus du procès d'intention. Alors après, quand on va passer au nucléaire, on avait proposé aux communistes, pour faire plaisir à M. Ruquier, je faisais quand même des efforts pour essayer de m'entendre avec tout le monde. Hein, alors, j'ai fait l'effort, on a dit, écoutez, la dernière fois, vous étiez déjà pas d'accord, on avait trouvé un moyen, on va faire un référendum sur le nucléaire. Et j'avais beaucoup réfléchi parce que c'est pas des affaires qu'on règle comme ça, vous savez, sur le bord d'un coin de table. Je me suis dit, est-ce que c'est jouable ou pas ? Est-ce que ça a du sens de faire un référendum sur le nucléaire ? Je pense que oui, parce que toutes les familles étaient divisées. Je veux dire, vous avez des gens de droite qui sont contre le nucléaire, des gens de droite qui sont pour, et pareil à gauche. Donc ça sert à rien de tourner autour du pot. Et donc ça se laisse pas enfermer dans une catégorie. J'ai donc proposé, on fera un référendum, vous défendrez le non, et moi je défendrai le oui à la sortie. L'élection est passée. J'ai des raisons de penser que plutôt majoritairement,
dans l'ensemble que nous constituons, les gens sont plutôt de notre avis, puisqu'ils ont voté en connaissance de cause pour quelqu'un qui prétendait sortir du nucléaire. Mais pour autant, on ne va pas tordre les bras des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Cette affaire-là, alors, il n'y aura pas de référendum, sauf si les circonstances, voyez-vous, je n'hésite pas à le dire, me font penser que c'est mieux, que c'est plus utile pour que le pays tombe d'accord. Bon, mais sinon... Pas de référendum, donc sinon, on retient pas de référendum sur le je nucléaire. termine, il y aura un vote à l'Assemblée, et les communistes voteront contre la sortie du nucléaire. Mais si, Madame Salamé, je sens, mettons que je gouverne, et je me dis, c'est plus utile de passer par référendum, ça oblige tout le monde à discuter, à regarder dans le détail. Vous savez, les Français, c'est la nation la plus politique d'Europe. Hein. Rappelez-vous le référendum de 2005, ils rappliquaient dans les réunions avec des calepins, ils prenaient des notes, ils avaient le bouquin derrière eux. Donc peut-être que ça serait la bonne idée. Mais dans le moment, non. C'est pas ça qui est à l'ordre du jour, parce que je me dis, ça va être assez difficile de gouverner comme ça, que je rajoute des problèmes à ceux qui existent déjà. Thierry Ardisson, vous l'avez trouvé comment, la campagne de Jean-Luc Mélenchon ? Moi, Jean-Luc Mélenchon, je l'aime beaucoup, mais je me méfie un peu quand même, parce qu'un jour, je me souviens que vous étiez invité dans mon émission, et 3 jours avant, vous avez annulé votre venue. Vous avez annulé votre venue, pourquoi ? Parce que j'avais écrit dans un livre que les communards avaient brûlé les Tuileries. Et vous avez dit, c'est pas vrai, je n'irai pas chez Ardisson, il a qu'à regarder finalement, il a qu'à lire les lettres des déportés de la commune en Nouvelle-Calédonie, etc. Bon, ce que j'ai lu d'ailleurs, hein. C'est beau, hein. Jean-Luc Mélenchon, dites-moi que ce sont bien les communards qui ont brûlé les Tuileries. Les... Comme ça, on sera quitte. Je crois bien que c'est vrai, mais c'est pas ça que je vous reprochais. Ah bon ? Non. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu alors ? Écoutez, je me rappelle plus très bien. Moi, je m'en vais rappelle. faire un effort, mais je vous jure que je vais chercher Thierry en... On le comprend là pour le coup. Il a eu d'autres chats à fouetter depuis, Thierry. Non, ne dites pas ça, il va se vexer. Non, mais j'avais peut-être, mais d'accord, voilà, à l'époque, je raisonnais comme ça, comment il peut... Moi, la commune me parle parce qu'elle m'émeut, c'est pour ça que peut-être que vous n'avez pas bien parlé, et moi, je me suis dit, comment je vais aller voir ce gars qui parle comme ça ? Bon, voilà. Non mais, Vous savez, j'avais vu une exposition, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais parlons-en. Oui. J'avais vu une exposition, c'était les déportés de la commune. Oui, bien sûr, en Et Nouvelle-Calédonie. ça m'avait fait, ouais. Bien sûr. Et alors, il y avait ces pauvres gens qui disaient, bon, j'ai mal agi, mais est-ce que je peux rester parce que ma maman n'a que moi ? L'autre disait, puis-je Bien emmener sûr. mes enfants avec moi ? Ça m'avait tellement bouleversé que peut-être... Vous êtes trop sentimental, parce que, en fait, mais ce sont bien les communards qui ont brûlé les Tuileries. Oui, la partie... Ils ont même brûlé l'hôtel de ville, d'ailleurs, à l'époque. Vous êtes d'accord ? Oui. Eh ben, on est réconciliés. On revient à l'actualité du moment, si Mais- vous voulez bien. Et peut-être Valérie Trierweiler. Vous y croyez, vous, à l'union de la gauche ? L'histoire est présente, il a raison. Oui, c'est Oui, vrai. il a raison. cette L'histoire, L'histoire, elle est là, Bien sûr. on la touche du doigt. Je sais de qui je suis l'héritier, moi, des communards, je le sais. Valérie Trierweiler, vous y croyez à cette union de la gauche ? Elle a déjà eu lieu dans l'histoire. Donc, il y a eu un programme commun en 81. C'est comme ça que Mitterrand a été élu. Il a pu s'allier avec les communistes alors que les désaccords étaient bien plus importants que maintenant. C'est clair. Moi, ce que je pense, c'est que la gauche, comme avait dit Laurent déjà pour l'élection présidentielle, si elle ne comprend pas qu'elle a une responsabilité historique devant la montée de l'extrême droite en France, eh ben, qu'elle rentre chez elle et qu'elle arrête. Parce que... Vous n'êtes pas d'accord avec François Hollande ? Non, mais on n'a pas la première. Madame Trierweiler. Il y a quand même une responsabilité là qui est importante. Il y a quand même un peuple de gauche. Il y a quand même, je crois, un besoin de gauche en France. Il y a besoin d'une défense sociale. Il y a quand même encore des ouvriers. Il y a quand même besoin de s'adresser à la classe populaire. Il y a besoin de faire un peu de sécurité sociale, pas celle qu'on connaît, mais enfin voilà, d'assurer. Donc voilà, s'ils s'entendent pas. Mais c'est intéressant ce qu'elle dit parce que les les classes populaires et les ouvriers, ils sont pas venus chez vous. C'est ce que disait, c'est l'explication que donnait François Ruffin de pourquoi, qu'est-ce qui vous a manqué, quels sont les quelques pourcentages. Non, mais c'est chez vous ça. Écoutez, ça fait 10 ans que ça dure. Mais pourquoi ? Les ouvriers votent pas pour vous, ils votent facho. Mais c'est bon, arrêtez. Non, les classes Ce n'est populaires... pas vrai. Ce n'est... c'est pas moi qui le dis, c'est Ruffin. Non, c'est pas Ruffin non plus. Ruffin ne parle pas comme ça. Je vous dis, Ruffin, il parle de la France périphérique. Et j'ai pas l'intention ici de faire les commentaires et les sous-titres de mes 17 camarades. Je vais d'abord commencer par dire en quoi je pense que Madame Trierweiler a raison sur un point auquel je vous demande de réfléchir. Lorsque les socialistes font un accord avec les communistes en 1972, ils sont à 12% et les communistes à 20%. Et à l'époque, il y a le goulag et les SS-20. C'est quand même autre chose que Mélenchon à la rue machin chose insoumis. Et les socialistes signent un accord. Pourquoi ? Parce qu'ils font un pari positif. En politique, tous ceux qui font des paris négatifs n'arrivent à rien.
Si moi, le lendemain de l'élection, j'avais passé mon temps à me tortiller le nombril, ah mon Dieu, l'histoire m'est passée à 420 000 voix des doigts, eh bien, on n'aurait rien fait. Il fallait immédiatement, d'abord, se reprendre, donc dormir. Je suis un être humain et j'ai besoin de dormir beaucoup. Donc, et puis, aussitôt, se dire par où je passe. Bon. Après, il y a la deuxième idée que vous évoquez. Vous mettez en avant le danger d'extrême droite. Vous avez raison, parce que dans toute l'Europe, c'est eux qui sont en coin. Mais c'est pas, j'ai presque envie de dire, c'est pas le pire. Le pire, c'est que nos sociétés, qui sont les héritières de la libération, étaient des sociétés assez égalitaires. Et qu'elles sont en train de s'effondrer dans des inégalités telles que on n'en a jamais vu. On voit en France des endroits, c'est le tiers-monde qui est là déjà, d'élument, d'abandon. Et puis la deuxième question, c'est l'immense question climatique. Là, je me fais des reproches. J'y suis pas arrivé. J'ai commencé ma campagne, vous savez, très tôt. Et le premier truc que j'ai fait, c'est sur l'eau, la crise du cycle de l'eau. J'y suis pas arrivé. Impossible d'arriver à faire parler de ce sujet. La semaine dernière, le sujet est sorti. Bon, vous savez, c'est l'équivalent du GIEC qui disent, attention, 6e limite franchie, il y en a que 9, hein. C'est sur le cycle de l'eau, il est perturbé. À l'heure à laquelle nous parlons, il y a déjà, je crois, plus d'une dizaine de départements français qui sont en alerte sécheresse. Nous sommes dans une crise immense sur ce sujet. On ne le traite pas. Sur le nucléaire, ça a été pareil. Maintenant, enfin, M. Zelensky dit il faut nous envoyer des casques bleus. C'était ma position, si vous vous en rappelez, pour les mettre devant les centrales nucléaires. Le danger est immense. Si un seulement, par provocation, ou parce qu'il a décidé que c'était sa carte finale, tape sur une des centrales, nous sommes tous en danger. Ici, en France, à cause du sens de la giration de la Terre, mais toute la Méditerranée. Parce que leurs centrales sont évidemment au bord de l'eau, pas de la Méditerranée, mais au bord de fleuves qui vont dans la Méditerranée. Donc nous sommes confrontés à des défis gigantesques ici. Mais je trouve que c'est ça, moi, surtout, qui me motive. Les moments où j'en peux plus de ces discussions sans fin, où on recommence tous les jours. Bon, avec la gauche, vous voulez dire, vous en avez ras-le-bol parfois? Il y a des moments où c'est un peu... Bon, ça prend la tête. Heureusement, il y a des gens beaucoup plus... C'est pas vous qui le faites directement aussi? Je suis quand même un peu impliqué. Non, je n'y suis pas. Je n'y suis pas parce que il s'agit de mettre les gens à l'aise et que chacun puisse vraiment aller au bout de ce qu'il a à dire. L'idée, c'est pas de contraindre ni de tordre les bras. C'est que chaque fois qu'il y a une difficulté, je mets de côté les circonscriptions, parce que ça, c'est la difficulté, pas de même nature. Mais dès qu'on parle de programme, moi, je refuse qu'on discute de quoi que ce soit tant qu'on n'a pas tranché sur le programme. Pourquoi? Parce qu'après, demain, il faut gouverner. C'est pas un congrès. Vous m'imaginez, Premier ministre, avec 3 types qui disent le contraire 5 minutes gouverner. Après, et 2 autres qui veulent autre chose. Sur le programme chez les socialistes, j'y reviens, on a d'un côté François Hollande qui dit non, et de l'autre côté Lionel Jospin. C'est étonnant quand même, Lionel Jospin qui dit pourquoi pas. Lionel Jospin, il est l'héritier d'une tradition de gauche. C'est le dernier, à mes yeux, qui est, je veux choquer personne, mais quand même, lui, il a fait les 35 heures sans perte de salaire. C'est-à-dire la plus grosse modification du rapport entre capital et travail depuis la libération. Et il a mis tous les comptes sociaux au vert. Moi, je lui en suis reconnaissant. Ça ne veut pas dire que lui et moi, nous avons des choses sur lesquelles on ne s'accorderait pas. Mais ça, c'est tellement énorme. Alors, Lionel Jospin est dans une approche de la gauche qui ne refuse pas la rupture, qui au contraire, et il est né là-dedans, lui, dans la rupture avec le capitalisme, les mesures de rupture. Et j'appartiens à cette tradition, il le sait, nous nous connaissons, et peut-être qu'il me juge d'un œil plus tranquille. Vous avez été son ministre. Oui, j'ai été ministre de Lionel. Et il a été Premier ministre de cohabitation, en plus. Oui, il y a donc beaucoup à apprendre. Voilà, et il a vécu le Front National au 2e tour pour la première fois de l'histoire de France. C'est ça. Et il nous a manqué 2 voix par bureau de vote à l'époque. 200 000. L'histoire du pays aurait été différente. Bon, c'est derrière nous. Là, il m'a manqué 6 voix par bureau de vote. Et c'était moi au 2e tour. Mais il faut accepter. Si vous êtes démocrate, vous devez accepter le résultat des élections. Je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui aimeraient bien me voir faire 10 sauts périlleux arrière dans des circonstances comme ça. Bon, il faut savoir accepter. J'ai un ami africain qui m'a dit ça une fois. Il m'a dit, tu comprends, en démocratie, il faut accepter de perdre. Ici, c'est le truc qui nous reste à apprendre. Il parlait de son pays et il parlait des dictateurs qui sont... Mais on a l'impression que sur celle-là, alors que vous avez perdu avec moins de voix, 400 000, vous étiez plus compréhensif ou plus distancié qu'il y a 5 ans où on vous a senti plus amer, plus déçu, plus en colère. Mais en colère, non. Non, mais on sentait si vous voulez. une forme d'amertume. Mais j'ai mieux préparé cette fois-ci parce que j'avais vécu la fois précédente. Et puis j'apprends dans la vie comme tout le monde. Et puis il y avait autre chose, c'est qui est passé sous les radars, c'est normal.
c'est qu'à l'époque, si vous voulez, c'est les instituts de sondage qui m'ont dit gardez votre avis jusqu'au bout, ça peut bouger, vous êtes dans un mouchoir de poche, etc. Et cette fois-ci aussi, on était dans un mouchoir de poche. C'était drôle à voir parce que à partir d'un certain moment, bon, c'était fini, alors tout le monde pliait ses affaires. Et puis, c'est en train de changer. Tous les journalistes revenaient, réinstaller leur. Ah ben on a tous changé nos questions. Je peux vous dire, à 22h30, on a tous changé. On en était tous là, moi aussi. Je me disais, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Alors après. Vous savez que je viens d'Afrique du Nord, donc il y a un côté un peu oriental en moi. Je me suis dit, Mektoub, c'est le destin. Ça se fait, ça se fait pas. Bon. Et là, c'est Mektoub que vous allez être Premier ministre? Non, parce que d'abord, avant le Mektoub, on réfléchit, on calcule. Je voulais pas qu'on me dise une chose impossible. Donc j'ai regardé. Dans 105 circonscriptions, on est en tête. À la sortie de la présidentielle, il ne s'est encore rien passé. Deuxièmement, dans 40 circonscriptions, on a plus de 50% des voix dès le premier tour, ce qui n'arrive à personne d'autre. Et dans 425, on est au deuxième tour. Ça, c'est la situation lundi matin après le deuxième tour. Donc je me suis dit... Je m'interromps parce que moi, je suis pas statisticien, mathématicien, mais je n'arrête pas de lire justement que, d'après ce que disent les sondeurs, les spécialistes, c'est pas possible, que vous ne l'aurez pas, cette majorité, que c'est a priori foutu d'avance. Oui. Alors, vos calculs ne correspondent pas avec ces calculs. C'est-à-dire que d'abord, je les prends pas aussi au sérieux que peut-être ils le souhaiteraient, vu que lui et quelques autres, eux et quelques autres, m'ont expliqué que c'était pas possible. J'ai même entendu le président du groupe communiste dire « L'idée qu'on puisse arriver au deuxième tour est inepte, c'est pas possible. » Pourtant, s'en est fallu de peu. Donc, je n'écoute pas trop ceux qui sont comme ça, imbus d'en savoir, qui transcenderaient ce qu'est la société. La société, elle est en mouvement, elle se cherche, je vous l'ai dit ici même, elle est à tâtons. Alors, voyez-vous, les derniers sondages, on les croit ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ruquier? Et tout évolue, effectivement, vous avez raison. Tu vois comment c'est la vie. Alors moi, là, ils me mettent à 34%, 10 points devant les LREM. Donc j'avais raison de dire, si vous voulez, c'est pas de la mathématique, tout est dans les mouvements qui se passent dans la population. Ils ont plusieurs hypothèses. Donc il y a plusieurs hypothèses. Après tout, moi, quelle hypothèse vous voulez que je travaille? Celle qui m'est la plus favorable, sinon je rentre chez moi, je pleure. Moi, je vous prends au sérieux. Moi, je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver, vous pouvez avoir la majorité et être Premier ministre. Du coup, j'ai quelques questions très claires sur le programme à vous poser. Comment ce sera d'être Premier ministre avec un Macron où vous n'avez rien en commun? Comment vous allez appliquer votre programme en commun à la France, quoi. Et les institutions, effectivement. Alors, les institutions, je ne peux pas les changer, là, dans ce cas-là. Question courte, réponse courte sur le fond, pour qu'on soit bien d'accord. Sur le fond, vous, Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, votre ministre de la Défense, il continue de livrer des armes lourdes à l'Ukraine ou il arrête? Réponse brève, je ne vous réponds pas. Vous avez demandé à M. Macron s'il envoie des armes lourdes? Il les envoie. Ils ont commencé à envoyer des canons. Les canons, César. Le meilleur canon du monde. On a rasé la moitié de Mossoul avec ça. Mais vous n'êtes jamais venu vous dire j'envoie des canons. Moi, si dans 6 semaines je suis le Premier ministre, vous devrez me tenailler pour vous faire dire ce que je fais. Ah, vous direz pas? Non. Deuxième question, peut-être vous me pour une raison, pour pas créer de mystère, mais vous comprenez comme moi, notre pays n'a dit à aucun moment qu'il envoyait des canons. Pourquoi? On a reconnu qu'on envoyait des canons. Parce qu'on veut mais c'est pas un jeu, bon sang. On est à 2 doigts d'une guerre nucléaire. Évidemment. Alors on va aller dans une émission de divertissement dire ouais, on envoie des canons, on envoie tout. Vous êtes devenus fous, quoi. Et de toute façon, sur ce domaine, non, mais attendez. Sur ce domaine, il y aura forcément une entente entre un président par la force des choses. Et son Premier ministre. Mais par la force des choses. Encore la chasse gardée du président de la République. C'est de la chasse gardée d'après certains articles de la Constitution et c'est en partage d'après d'autres. Mais on a en commun le pays. Je peux pas dire je m'en fous, tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Non, bien sûr. Donc, et attendez, Madame Salamé, mais comprenez-moi bien, je suis pas en train de ruser. Je pars de l'idée que l'intérêt du pays nous commande à l'un et à l'autre de ne rien dire. Si on décide qu'on va dire, c'est parce que la situation a changé. Mais quand vous avez un gugus qui vous menace de la guerre nucléaire en face, vous réfléchissez quand même au niveau du risque que vous prenez. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Voilà, le président de la République, vous avez peut-être remarqué, mais depuis qu'il agit sur l'Ukraine, vous m'avez pas entendu le critiquer. Pourquoi? Parce qu'on est tous engagés dans cette histoire. Si lui pense qu'il peut convaincre M. Poutine, je lui dis essayez. Je lui dirai pas monsieur, ça sert à rien, remballez votre téléphone et rentrez chez vous. Non, essayez. Par tous les moyens, il faut que ce type remballe son matériel et repart. 2 questions encore. Vous, Premier ministre... Vous parlez de Poutine. Hein. J'ai compris. Deux questions encore. Vous, Premier ministre, est-ce que vous commencez à fermer certains réacteurs nucléaires? Oui, bien sûr.
Troisième question. À condition qu'on mette en face la capacité de production avec les énergies renouvelables. Parce que je ne vais pas vous mettre dans le noir, hein. Je sais ce que vous me ferez si je vous fais ça. Donc il faut que... Mais on peut... Vous savez, quand la France veut, les gens, ils sont capables de bosser au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer pour régler les... Ma dernière question, si jamais vous êtes Premier ministre, est-ce que vous abrogez la loi sur le séparatisme qui a été votée par Emmanuel Macron? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est une loi injuste, offensante. Pour lutter contre les islamistes? Non, c'est pas une loi pour lutter contre l'islamisme. C'est une loi pour humilier des gens qui comportent des dangers inouïs. Toutes les associations de droits de l'homme ont dénoncé le fameux pacte, le serment qu'on devait faire. Tout ça est absurde. C'est pas comme ça qu'on combat politiquement. Que combattons-nous? C'est simple. Nous ne combattons pas l'islam et nous n'avons pas à combattre l'islam. Et nous devons respecter les musulmans qui n'ont jamais manqué à la patrie. Nous combattons politiquement, parce qu'on n'est pas d'accord, l'islam politique. Et nous combattons à mort les terroristes. Mais on ne fait pas un lien entre chaque case. Sinon, on ne peut plus vivre ensemble. La patrie appartient à tous ses enfants, quelle que soit leur religion. Et la France a une longue expérience des guerres de religion. Donc il faut aller lire les livres d'histoire pour savoir quelle bêtise il ne faut pas faire. Hein. On a tout fait dans ce pays. Je vais aller dans le sens de Léa Salamé, ce sera notre, je crois, dernière question. Admettons effectivement que vous gagnez ces législatives et que... ça sera la fête pour beaucoup de gens. Vous puissiez être premier... Le lendemain matin, je suis élu, j'arrive là-bas, le SMIC à 1 400 €. Vous avez lu les commentaires, monsieur Mélenchon. Après tout, le président... Il a le droit de choisir son Premier ministre. Puis on dit qu'il veut une femme. Il pourrait prendre Raquel Garrido à Matignon plutôt que Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense qu'il fera une évaluation politique. Il y a plein de gens qui sont capables, en effet, d'être Premier ministre dans nos rangs. Des femmes, des hommes. Vous l'accepteriez? Mais attendez, je sais que j'ai affaire à un personnage politique. François Mitterrand n'avait aucun atome crochu avec Balladur ou avec Jacques Chirac. Balladur. Il a fait ce qui était logique politiquement. Tu vas chercher le gars ou la fille qui représente l'ensemble. Nous verrons bien comment tout ça se présente. Il me paraît plus logique de choisir celui qui est proposé par l'ensemble des autres. J'ai bien dit l'ensemble, parce que le fait que ce soit moi le candidat au titre de Premier ministre est discuté par personne avec ceux avec qui on discute. De la même manière que... Bon ben non, par personne. Yannick Jadot, il a dit que vous n'étiez pas forcément le chef. Mais, le chef, moi je prétends... Attendez, mais madame... Donc ce ne serait pas forcément Non, le mais mettons-nous d'accord. Je ne veux pas être leur chef, d'accord? Ils s'en trouvent un et ils s'en débrouillent. Moi, je ne veux pas être leur chef. Je veux bien faire Premier ministre, j'ai fait président de groupe, mais je ne fais pas chef des écologistes. Vous serez candidat aux législatives? Attendez, je finis là-dessus. Il choisira. Je pense qu'il choisira politiquement, puisque nous sommes tous d'accord. La dernière fois, dans la gauche plurielle, tout le monde était d'accord pour que ce soit Lionel Jospin. Et M. Chirac a pris celui qui était là. J'imagine que sous une présidence socialiste, s'il y avait eu du PS, s'il y avait eu une élection donnant la majorité à la droite, le président de la République aurait choisi la personnalité qui regroupe tout le monde. Parce que c'est pas une affaire seulement de... Il y a l'intérêt du pays qui est en cause, de sa stabilité. On n'est déjà pas si stable que ça dans ce pays. Donc voilà pourquoi est-ce que ce serait vraiment une cohabitation? Il est quand même un peu de gauche, Emmanuel Macron. C'est pas trop mon avis, mais... Non, mais attendez, ce qui est sûr... Il semble qu'il était dans un gouvernement de gauche avec M. Hollande. Ah, de gauche, vraiment, bon. Voilà, on ne partage pas la même idée on n'a pas la même analyse de ce qu'a été la politique de ce gouvernement. Mais M. Macron, non, on n'a pas vraiment d'opinion politique bien établie. Il a des choix idéologiques, ça c'est sûr. C'est un libéral, il croit que le marché peut tout régler. Et maintenant qu'il vient de faire 5 ans président de la République... Le quoi qu'il en coûte, c'était pas vraiment ultra-libéral, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord? Vous avez bien raison, c'est bien pourquoi il est très ébranlé et qu'il ne sait plus quoi faire. Parce que dans le monde entier, tout le monde dit ce truc marche pas. Le marché, comme ça, bon. Il a fait à lui tout seul 240 milliards de dettes, rien que pour la période du Covid. Donc c'est clair que... Alors c'est la spécialité des libéraux, ils arrivent en pleurant sur la dette, puis après ils en font des paquets. Non, M. Macron a une politique de libéral, et il a l'intention de continuer. Il va le faire à l'école, il va le faire à l'hôpital, il continue. Mais c'est son droit, il est comme ça, il n'a pas caché qu'il était comme ça. Bon, si les gens élisent ses députés, majoritairement, ils auront cette politique. S'ils m'élisent moi, ils auront une autre politique, voilà. Vous serez candidat aux législatives? Je ne sais pas encore tranché, parce qu'il faut voir où je suis le plus utile. Je suis candidat à être Premier ministre, c'est aussi une manière de dire les choses. Bien sûr que les Français ne vont pas voter pour Jean-Luc Mélenchon, ils vont voter pour des députés avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Là, oui, ça, je suis candidat, je vais le faire, je suis utile.
Sinon, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille siéger dans un groupe d'opposition? Bon, c'est pas évident. Donc plutôt non. Vous écoutez ce soir? Ni oui, ni non. Pour être honnête, je vais vous dire, Madame Salamé, c'est pas une comédie, je cherche pas à créer un faux suspense. C'est que j'ai pas eu 5 minutes, quoi. Pour me poser, je suis parti dormir 2 jours et calculer le coup suivant. Bon, ça va. Je suis revenu, j'avais plein d'idées, on a mis ça au point et hop, c'est reparti. Franchement, c'est pas une question qui m'obsède. Pour parler du podcast de Valérie Trierweiler, quand on est Premier ministre, on vit à Matignon. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai pas envie. D'accord? Mais je sais que c'est pas toujours possible de faire autrement. Donc il faut en accepter le devoir ou la servitude. Lorsque j'étais ministre, c'était un ministère qui on regardait faire, quoi. L'enseignement professionnel, t'en avais pas un dans tout le gouvernement qui avait son gosse là-dedans. Donc il savait pas de quoi on parlait, moi non plus. Je suis arrivé, j'ai fait le boulot. Et puis j'habitais Massy. Alors le matin, il venait me chercher. Et en avant, la sirène, le machin, les motards, la bande d'arrêt d'urgence. Bon, j'ai fait ça, mais même pas 4 jours, j'avais l'estomac dans les oreilles, tous les matins, de faire ça. Puis alors on embêtait tout le monde. Alors j'ai dit non, stop, on arrête. Et vous me croyez, si vous voulez, j'ai vécu dans une modeste chambrette qui était à l'étage du ministère pendant 2 ans. La modeste chambrette avec un truc pour porter mes cintres, c'est la vie. Ça sera différent si c'est à Matignon, mais parlons de l'Élysée, puisqu'avec... C'est bien l'Élysée, est-ce que j'ai vraiment raté quelque chose? Alors, vous voyez, pourquoi j'ai fait ce podcast? Parce que je crois Pour Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est que depuis 10 ans, la question qu'on m'a le plus posée, c'est comment la vie à l'Élysée. Vraiment, ça a été, je sais pas, des centaines et des centaines de fois. Donc ça s'est passé comme ça. J'étais partie pour travailler sur une série de podcasts qui va se faire ensuite sur la méritocratie. Vous avez parlé tout à l'heure, quand on vient d'un milieu populaire, c'est pas évident aujourd'hui de réussir parce que sur 10 enfants d'ouvriers, 7 resteront ouvriers. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait c'était ça. Et puis le rédacteur en chef des podcasts, pour Podcast Story, me dit, au fait, c'est comment la vie à l'Élysée? C'est Coé, on peut le dire, hein, c'est l'animateur Coé qui a lancé cette série de podcasts. Et vous venez me voir pour les gosses et la méritocratie? Moi, j'ai des trucs à vous dire. Oui, mais moi, c'est un sujet qui me passionne, qui est tellement important aujourd'hui parce qu'on est en recul par rapport à ce que ça a été il y a quelques dizaines d'années ou quelques années même. Oui. Ça dure un peu plus de 20 minutes. 17 minutes, voilà, exactement. 17 minutes au total. Vous racontez... Vous êtes la narratrice, est-ce que vous êtes l'auteur aussi? Ah oui, bien sûr. Alors, parce que c'est pas dit, alors c'est pour ça que je me posais la question. Vous avez écrit ce texte à la 3e personne. C'est pas vous, il faut quand même expliquer. Vous ne vous mettez pas en situation à l'Élysée, vous racontez pas, vous, première dame à l'Élysée, on imagine n'importe quel président et son épouse. Que ce soit les Macron, ça aurait pu être... Les Mitterrand, je suis pas sûr, parce que je suis pas certain que Daniel Mitterrand était tant que ça à l'Élysée. Mais vous y étiez. Il faut savoir, je le dis pas dans le podcast, qu'il y avait 2 appartements séparés dans l'enceinte de l'Élysée. Ah oui. Et donc, il y a des couples qui ont habité en faisant appartements séparés. Vous racontez tout ça dans ce podcast, le petit déjeuner, les appartements, les différentes possibilités. Ça nous a amusé, Léa et moi. Le vis-à-vis. Alors là, je n'imaginais pas qu'il y avait un vis-à-vis à l'Élysée. Dans la chambre? Non, dans la chambre. Non, pas dans la chambre, dans le salon. C'est dans le salon. Non, parce que la chambre donne sur le jardin. Mais donc, du vis-à-vis. Les voisins peuvent vous voir. Ne regrettez rien, il y a du vis-à-vis. Mais une fois, j'étais avec Bayou sur le toit d'un immeuble en face, ils occupaient. Et on voyait tout l'Élysée. Voilà. Ça m'a l'air moins confidentiel. C'est ça. Voilà. Ah, c'est ça. Donc j'explique que les rideaux sont tirés en permanence pour éviter justement ce Mais vis-à-vis. en vous écoutant, quand on voit que c'est... Toutes les critiques sur le côté monarchique de la Ve République et le côté, on appelle l'Élysée le château, 365 pièces, 12 000 mètres carrés, des sous-sols, etc. Et on se dit, à vous écouter, on a vraiment l'impression que c'est la vie de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le couple présidentiel. Il y a vraiment un truc où on comprend, franchement, moi j'ai compris en vous écoutant, pourquoi on dit depuis toujours ça isole et pourquoi même un président jeune et moderne comme Emmanuel Macron finit par être isolé parce qu'en fait vous racontez tout le rituel, le fait qu'ils sont entourés de personnel, le fait qu'ils sont dans ce château. On vous maquille par exemple, ça m'a surpris. On vous maquille tous les matins. La première dame, elle se maquille pas elle-même. Sauf si vraiment il y a rien du tout dans la journée, mais il y a toujours un moment où vous apparaissez devant des photographes ou des médias et donc oui il faut apparaître. Tous les matins il y a une maquilleuse. Tous les matins il y a une maquilleuse, mais pour le président se fait maquiller 10 fois. Le président, je comprends, mais même pour la première dame, mais vous comprenez, vous êtes pas mal. Moi, je vois pas comment on aurait maquillé du matin au soir. Pas question. Vous avez échappé. On va vous maquiller à Matignon. Non, mais c'est vrai.
Et pourquoi vous dites ça, vous? Ah, il va être candidat pour une 4e. Non, je non, sens. non, 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 mais vous savez pas de quoi la vie de... Ah bah voilà, vous allez... La vie, c'est comme ça, vous pouvez pas Donc c'est savoir. pas exclu que vous soyez candidat une 4e fois. Ah non, 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 j'ai pas dit ça, mais il commence par me dire que j'y serai jamais, j'aime pas ça. Vous aimez la science-fiction? Ah bah beaucoup, j'en ai beaucoup. C'est un peu de la science-fiction, là, quand même, non? Qu'il soit à Matignon? Ouais. Je sais pas. Ah, moi, De quoi le truc fait de- que vous soyez à Matignon, c'est un peu de la science. Là, on joue à de la science-fiction. Non, je vous ai donné les arguments Ouais. il y a un instant pour vous prouver pourquoi... Vous revenez en arrière, vous, Thierry. Vous quittez l'Élysée pour revenir Non, il y croit, Matignon. il y Non, croit mais- pas. Je pense que, honnêtement... Attends, ce qu'il y a de moderne dans Non, mais le- je vais faire un podcast sur la vie à Matignon, puis comme ça sera bon. Merci, mais faites-le, dépêchez-vous, là. Vous n'y croyez pas, Thierry? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon est le meilleur pour représenter la gauche. Vraiment, vous êtes l'homme de gauche pour moi. Vous êtes en plus un bon tribun. Voilà. Mais là, vous avez perdu cette fois, je pense. On retourne à Il l'Élysée. faut jamais préjuger d'une élection ou d'un scrutin avant qu'il ait eu lieu. On Non, retourne à mais, amis, c'est qu'on est parti plus bas dans le passé. Hein. Ouais. Moi, j'ai jamais commencé une élection à 34%. Ouais. Tu vois, dans les sondages, hein, je dis pas que c'est la vérité. Puis de yeux, il y a ce qu'on voit tous, ce qu'on sent. On se demande où est le centre de gravité. Mais attendez, pour revenir au truc qu'elle a fait, le podcast, c'est une forme nouvelle. Là, ça marche, ça cartonne. Oui, moi Ça- je suis une grande fan. Ça d'abord, marche à aujourd'hui l'origine. énormément. Les gens, et même d'ailleurs, pour en parler en connaissance de cause, quand on fait de la radio au quotidien dans une grande radio, Ouais. les gens sont de plus en plus nombreux à nous écouter plus en podcast C'est ça. que directement C'est ça. sur l'antenne. Pareil pour mes discours. Tout à l'heure, je disais... et donc, je suis sûr que ça va marcher du feu de Dieu, cette histoire. Mais ça m'intéresse, je vais l'écouter pour voir comment c'est construit. Oui, il Alors, marche vous déjà pas apprendrez mal. qu'on délocalise aussi à l'Élysée. Alors ça aussi, ça m'a épaté. Ah oui, les C'est-à-dire que standardistes. quand on appelle l'Élysée, le standard Et n'est qu'on plus... fait le 01 42 92 81 00. Vous avez gardé le numéro. Non, mais je le connais depuis que j'étais jeune journaliste politique, parce qu'on appelait les standards à l'époque d'un poste fixe quand j'ai commencé en Et vous 88. dites, Emmanuel Macron, et ça les a blessés, les standardistes, Oui. oui. À l'Élysée, il les a déplacés à À l'Alma, donc Ils sont à qui sont pas des bureaux, mais qui est un lieu délocalisé Ah, du qui pays qui appartient soit pas à à l'étranger, parce l'Élysée. que Il y a ça déjà arrive le- pour tout. Au Maroc. Ah non, parce que c'est vrai, la standardiste, plupart les du temps, pour tous les services après-vente, Ouais. on se retrouve à l'étranger. Bah oui, oui, c'est vrai, Là, non, quand même ils pas. sont à Alma. Pardon. Là, tu fais un appel groupé. Allô, je veux parler au président. Puis après, à propos, mon téléphone, là, ça va pas du tout. Et oui, mais d'ailleurs, Qu'est-ce ils que vous ont en été pensez débordés d'appels pendant la période Mais des pourquoi Gilets ils ont jaunes. hein. délocalisé les Mais parce standardistes que d'abord, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans de très mauvaises conditions, dans des sous-sols. hein. Et c'est vrai Ah, que... vous racontez ça, tous les Oui. invisibles. Oui. Vous parlez des fleuristes, des Oui. argentiers. Là, alors, les argentiers sont pas eux au sous-sol, mais il y a des tapissiers, il y a l'imprimerie, il y a les L'imprimerie. fleuristes, voilà, il y a des tas de choses. Et quand on descend, on se dit, là, mais vous n'avez pas de fenêtre, vous êtes bien ici. Mais ils veulent rester absolument. Parce que passer de l'autre côté de la Seine, c'est une punition. Vous n'êtes plus au sein du palais. Ah, ça vous plaît, Vous ça, n'êtes Thierry. plus dans le Ce sein côté- des saints. Ah bah, ce côté Thierry royaliste. aurait vivre à l'Élysée. Ah, vraiment. Thierry, c'est fait pour lui, il aurait dû être Moi, j'y suis président. allé quand même Versailles. un certain nombre de fois. Bon, il pouvait Alors, c'est être aussi minable. le mari d'une C'est minable, présidente. vous C'est trouvez minable. L'Élysée, vous La trouvez ça plupart travaillent dans des combles. Oui, voilà, non, mais il y a Quelle la dit- culture est oui. pas fraîche. Enfin, ça fait presque honte. Moi, je connais pas les sous-sols, mais d'abord, tout le monde sait qu'un jour ou l'autre fera partir de ce truc-là. C'est très mal placé. En plus, vous avez les Américains à côté qui nous écoutent. L'horreur. Ça, c'est vrai. Et puis Ça, c'est Alma, vrai. Alma, Mais bon, et bien Alma sûr, qui est à enfin, côté du centre culturel russe hein, Mais et de l'église De qui a Gaulle été voulait construite. mettre ça à Vincennes, en fait. Oui, il voulait exactement. s'installer à Vincennes, le Ouais. général de Gaulle. Ça Oui, s'appelle- d'accord. Ça n'a C'est pas de marché. Vincennes, tu vois. Oui. Mais par contre, je crois que c'est Mitterrand qui Vous avait reprendrez une imaginé Suze les invalides. On a l'impression d'être en café, là, d'un coup. Si on vous dérange, Mais vous nous c'est dites ça la tous les trois. politique. Ah, ouais. bah, vous nous dérangez. Alors, on continue. Visite privée à l'Élysée, c'est le titre du podcast que propose. C'est très réussi, franchement. Et écoutez ça, vous allez être plongé dans le quotidien 17 de minutes de et vous l'Élysée. apprenez tout. C'est effectivement une série lancée par Coé. J'imagine que vous en ferez d'autres. Bah, donc, dans le sur cadre la de cette méritocratie, série, voilà. je vais prendre une série de personnalités et peut-être pourquoi pas vous deux, de gens Voilà. qui sont partis de milieux populaires et Oui. qui ont réussi. Et qu'est-ce qui fait qu'on a Eh ben, cette je- force est-ce je que- vous dis oui pour- tout de suite. Eh bien, dis je- oui aussi. Eh bien, on le fera. Et on moi le fera aussi, parce que ensemble. moi, j'en viens vraiment comme toi. D'accord. Par vous, pardon. Oui. Merci en tout cas à Thierry Merci à Oui, Ardisson. oui, oui, lui aussi. Ah, Lui Jean-Luc aussi, bien Mélenchon. Faut sûr. pas oublier sa classe. Son père, Faut son pas oublier sa classe. Mais je ne l'oublie Ouais, il faut jamais Ça, c'est renier. marrant. Ah, jamais. Il vous fait la leçon Mais c'est ce pas soir, énorme. alors que vous l'avez... Jamais. Je sais pas pourquoi il m'en veut, C'est c'est quoi. c'est votre plus grand Mais bien soutien, sûr. je comprends pas. Jamais renier sa Parce place. que c'est de Exactement. l'affection. Ah oui, c'est ça. Ben, et lui-même, il m'a rudoyé parce qu'il m'aime. Donc, non, mais je sais parce Je veux dire que vous N'exagérez m'engueuliez. pas non plus. Que vous Il a dit- m'engueuliez, il a dit moi, une fois. mais lui... Non, mais vous vous rappelez pas à la fois où vous avez dit, je sais que je vote pas pour mes intérêts. Ça, bien Oui. sûr. Bah oui. Moi, je m'en rappelle. Mais- Parce Mais que toujours ça m'a Ah marqué. bah ça, c'est sûr que si je vais voter pour mes intérêts, je voterai jamais pour vous. Exactement. Et j'ai entendu d'autres gens comme ça parler, dire
Madame Balasco, le jour où elle a dit « la morale, ça peut pas être profite et tais-toi », elle a dit une grande chose. Parce que la conscience, c'est pas la pure décalque de son portefeuille. Hein, ça va dans un sens comme dans l'autre. Alors qu'Ardisson, il vote pour ses C'est intérêts. Jean-Yann qui disait... Non, il vote parce qu'il est dans une planante des royalistes. Je vais citer mon maître. Commençons pas là-dessus. Hein. Hein? Non mais là, on est là jusqu'à 3h du mat, si on continue. Je croyais que vous y êtes... Ah, excusez-moi, je Mais retire. alors, je demande, si on parle de la monarchie, je demande 3 minutes. Non. Non. Ah bah alors d'accord. C'est bon. Non, écoutez, moi, j'ai on a rien déjà- dit. Je On a déjà retire, je Stéphane remballe. Bern sur la chaîne. Alors Thierry, s'il vous plaît, Bah alors, ce sera pour une autre... La monarchie est censurée, Faites un monsieur. podcast, monsieur. Mais moi, pour conclure, parce que justement... Je voudrais citer Jean-Yann. Oui. Remettre à Oui, tous allez-y. qui disait « Pour mes idées, je vote à gauche. Pour mon confort, je vote à droite. » On a à peu près résumé la Mais situation. non, mais donc, puisque j'étais partie sur quelque chose, une série sur la méritocratie, et qu'au bout du compte, moi, je viens d'un quartier populaire, d'une famille où mes parents n'avaient pas fait d'études, n'avaient pas d'argent, etc. Et puis, j'ai vécu à l'Élysée. Donc, je fais partie aussi de ce chemin-là. Et donc, je trouvais intéressant de faire partager cette expérience et faire partager celle d'autres On est personnes. tous d'accord là-dessus, au moins. Merci Thierry Ardisson, merci Valérie Trierweiler. Au revoir Monsieur Mélenchon.